Bienvenue sur notre chaîne Normandie Relix. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante d'un homme dont le nom est devenu légendaire dans les annales de la Seconde Guerre mondiale, Michael Wittmann. Michael Wittmann, né le 22 avril 1914 en Allemagne, était destiné à devenir l'une des figures les plus emblématiques de la Panzerwaffe, la redoutable force blindée allemande, issue d'une famille modeste. Wittmann a trouvé sa vocation dans les rangs de l'armée allemande en 1934. Mais ce n'était pas avant la Seconde Guerre mondiale que Wittmann allait vraiment se faire un nom. En tant que commandant de chars, il a mené ses troupes avec un courage et une habileté extraordinaire, notamment lors de la bataille de Kursk en 1943, l'une des batailles des chars le plus historiques. Wittmann est surtout connu pour son action héroïque à Villers-Bocage en juin 1944, lorsqu'il a pratiquement anéanti une colonne entière de véhicules ennemis britanniques en seulement quelques minutes, dans une attaque audacieuse et dévastatrice. Mais malgré ses exploits sur le champ de bataille, la vie de Michael Wittmann a été tragiquement courte. Il a été tué au combat le 8 août 1944, à l'âge de seulement 30 ans, laissant derrière lui un héritage de bravoure et de dévouement qui perdure encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment ce as de la Seconde Guerre mondiale a pu être tué au combat le 8 août 1944. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette série captivante. L'opération Totalis commence le 7 août 1944. L'aviation alliée débute le bombardement des positions allemandes à compter de 23 h et les tirs deviennent roulants 30 minutes plus tard. Les villages de Cramesnil, Saint-Aignan-Cramesnil, Garcelles-Séqueville et Tilly-la-Campagne tombent aux mains des Anglo-Canadiens à l'aube. Les Alliés sont fixés par les défenses allemandes, particulièrement efficaces et solidement installés dans ce secteur. Le général Kurtmeyer, commandant de la 12e division SS Hitlerjugend, lance une furieuse contre-attaque avec ses blindés et son infanterie en direction des lignes anglo-canadiennes. C'est à ce moment-là que le SS Hauptsturmführer Michael Wittmann lance une contre-attaque dans les eaux de midi et demi avec son Tigre 007. À 12h30, au moment où des centaines de forteresses volantes viennent abattre les enfers sur les arrières allemandes, Michael Wittmann donne l'ordre d'attaquer. 4 tirs, ceux de Kister, d'Iron, de Dollinger et celui de l'as Michael Wittmann, roulent à droite de la route nationale 158 qui mène à Caen. Et deux autres à gauche, les engins de Olfinger et de von Westernhagen. Alors qu'en retrait, Eurich prend du retard, les Tigres suivent cette grande route, puis doivent contourner Saint-Aignan de Cramesnil pour filer si tout va bien vers Garcelles. Devant eux, le terrain est plat comme la main, avec des champs de céréales de part et d'autre de la voie. À environ 1000 mètres, on remarque une poignée de maisons implantées sur la côté gauche de la nationale. On peut donc voir 3 bataillons, le 1er Northumberland Yeomanry, le Sherbrooke Fusilier Regiment et le 144e Régiment Royal Armoured Corps. Donc on peut voir une défense anglaise établie, d'une part à côté des vergers et d'une part Goménil, Cramesnil, dans des habitations qui permettent une défense. Le SS Hauptsturmführer Heinz Hoflinger, alors encore en camp de prisonniers, dessine un croquis du combat. L'hypothèse la plus connue est celle que Ekins aurait détruit Michael Wittmann. La troupe numéro 3 du sergent Gordon, commandant d'un Firefly, rapporta que 3 Tigres avançaient lentement vers le nord, longeant la route Falaise-Caen. Il les a vus à 1200 yards. Quand la distance est tombée à 800 mètres, le capitaine a ordonné l'ordre de tirer. Le sergent Gordon a d'abord engagé le tir le plus en arrière des 3. 2 coups du troupier Ekins, le canonnier le mirent en feu. Le deuxième tank tourna à droite et tira 3 fois contre le char de Gordon. Mais, ayant anticipé, ce dernier était déjà à couvert. Malheureusement, sa trappe de tourelle heurte une branche d'un pommier ou bien reçoit elle des débris causés par un tir. Toujours est-il qu'elle blesse le sergent qui bascule du char inconscient. Il faut rappeler que durant tout engagement, la zone est pilonnée par les mortiers et les canons allemands. Il a trouvé rapidement une nouvelle explosion de tir et Ekins tira un obus contre le deuxième char. Celui-ci explosa dans un éclair de flammes, heure 12h47. Pendant ce temps, le troisième Tiger, celui de Michael Wittmann, tournait en rond, en proie à la panique, cherchant une issue de secours. Pour ajouter à sa confusion, le capitaine Bormann avait ordonné de le pilonner à coups d'obus perce-blindage de 75 mm. Ces obus l'immobilisèrent, mais sans l'incendier. 2 coups d'Ekins et le Tigre de Michael Wittmann se mit à brûler, heure 12h52. Donc d'après ces rapports historiques, on peut en déduire que le char de Michael Wittmann s'est éteint à 12h47 dans un éclair de flamme, le Tigre numéro 007. Mais cette thèse s'accorde mal avec les souvenirs de Hans Hoflinger, Hauptsturmführer. Nous roulons alors, Michael Wittmann à droite de la route et moi à gauche. Les 4 autres Tigres étant avec Michael, le frère de von Schwerkragen. À environ 800 mètres sur la droite de Michael, il y a un petit bois qui nous semble suspect et qui va effectivement nous être fatal. Et je reçois alors un autre message radio de Michael confirmant simplement mon appréhension vis-à-vis du petit bois. Nous commençons à recevoir de violents tirs anti-chars et encore une fois, Michael Wittmann se signale, mais il ne peut terminer son message. Quand je regarde à droite, je me rends compte que le char de Michael Wittmann ne bouge plus. Je lui envoie un message radio, mais je n'obtiens aucune réponse. Je reçois alors un choc terrible sur mon Panzer et je donne aussitôt l'ordre à mon équipage d'évacuer car il commence déjà à brûler. Je bondis avec mon équipage vers l'arrière de l'engin et nous revenons vers nos lignes. Je m'arrête pour regarder ce qui se passe et je suis complètement atterré. 5 de nos chars ont été détruits. La tourelle de celui de Michael Wittmann a été soulevée vers la droite et penche un peu vers l'avant. Je pus dire l'heure exacte.
Il est midi 55 le long de la route Falaise-Camp, à proximité de Saintot. Tout d'abord, Hoflinger nous rappelle que dans cette attaque, le bataillon a perdu 5 chars et non 3. Ekins n'a donc pas été le seul à se payer le scalp d'un tigre ce midi-là. Le journal du 1er Nordschleife cite bien 5 tigres détruits à 13h40, mais on ne donne aucune précision sur les 2 derniers. On peut penser que les yeomaneries s'attribuent alors tous les épaves de chars lourds visibles, mais cette thèse est en contradiction avec des témoignages des civils qui ont eu le loisir d'explorer l'épave entre 1944 et 1948, date de sa destruction par des ferrailleurs. A commencer par Serge Varin qui, avec un ami, a parcouru le champ de bataille au lendemain de la guerre avec une bicyclette. Serge Varin se souvient avoir de suite remarqué la large trouée sur la plage arrière gauche jusqu'à la base de la tourelle. Les grilles de ventilation du moteur tordues, arrachées, alors qu'une observation attentive de l'épave ne révèle aucun impact sur la caisse ou la tourelle. À l'évidence, l'important choc sur la plage arrière était à l'origine de sa destruction. Cette observation ne colle pas avec la thèse d'Ekins. Il devrait y avoir un impact d'obus sur le flanc droit. Si un obus est entré dans le char, cela ne peut être que par l'arrière à gauche. Serge Varin, lui, en déduit que c'est la cause d'un typhoon. Cette thèse, qui peut être fort probable, ne correspond pas à Kurt Meyer dans ses mémoires. Il dit bien qu'aucun jabot était dans les airs à ce moment-là. Mais la thèse d'Ekins est elle aussi écartée, car un 17-pounder devient aléatoire du fait de l'optique médiocre du Sherman. Par déduction, ces victimes ne peuvent plus être que Dollinger, Heroin et Kister, car ils étaient plus proches et étaient alignés. Et cela correspond à la thèse d'Ekins, avec 3 chars alignés détruits. L'hypothèse canadienne, elle, en 2005, rappelle qu'il n'y avait pas que les premières Nordschleife n'étaient pas la seule unité équipée de Firefly dans le secteur. Il y avait le 144e régiment Royal Armored Corps, un autre régiment de la 33e Armored Brigade déployé autour de Kramenie, et le Sherbrooke pour fusiller. Il ne faut pas oublier que Michael Wittmann, au Canada, n'était pas encore connu dans les années 70, et donc pour les Canadiens, il n'y avait aucune fierté à avoir tué l'as Michael Wittmann. C'est donc que dans les années 80 que Sidney et Radley Walter ne reviennent sur cette journée. L'enjeu devient alors à la fois national et corporatiste. Tankistes canadiens et britanniques, souvent brocardés par leurs homologues américains et allemands pour leurs performances disons contrastées, se disputent le mérite d'avoir neutralisé l'as allemand. Au moment où les Canadiens arrivent à proximité de Goménier, il est distrait par le début de la canonnade engagée par les Yeoman contre les 3 tigres situés sur sa droite. C'est alors que le char de Dollinger explose. Wittmann hurle ses ordres, les derniers mots entendus de lui à la radio. Marche, Achtung, Achtung, Pack von Recht, Rückwart. Il oriente sa tourelle vers cette menace, sans savoir qu'à moins de 500 mètres sur sa gauche, une autre le guette. Quand les Canadiens ouvrent le feu, ils sont non seulement à bonne distance, mais en plus, le tigre de l'as leur explose l'arrière de son flanc. Un tir peut ainsi atteindre la plage, pénétrer aisément le fin blindage et exploser dans le réservoir gauche, la déflagration étrayant la tourelle de son roulement. Ensuite, le feu atteint les munitions provoquant la déflagration fatale. Cela explique toutes les observations des civils. Quant au second tigre détruit, il s'agit certainement de celui de Hoflinger, dont on sait qu'il se trouvait du côté gauche de la route, et qui a été détruit quelques minutes après par ses camarades. Que Wittmann ait été la cible d'un Canadien ou d'un Britannique ou d'un Typhoon, il est quand même fou de se dire qu'il y a 3 thèses sur la mort de Michael Wittmann, entre un Typhoon, Ekins et le Canadien Sidney. Malheureusement, il est encore difficile de nos jours d'avoir une certitude exacte, car c'est de l'histoire, et que l'as Michael Wittmann aurait été détruit par un Canadien. Bien que la thèse de Serge Varin, qui en déduit qu'il aurait été détruit par un Typhoon, reste elle aussi probable, car lui a vraiment vu l'épave de Michael Wittmann.